Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Bloch, bienvenue au Big, des 10 ans de Big, ici à l'Accor Arena, pour évoquer en fait l'accompagnement des entrepreneurs dans les territoires avec mes 3 invités. Je vous présente Cécile Aumont-Daberna. Bonjour Cécile. Vous êtes, oui, prenez le micro, on va déjà commencer à échanger. Vous êtes en fait responsable du réseau CAI de France, de Business France. À vos côtés, Robin Rivato. Robin, vous êtes coprésident du COMEX 40 du MEDEF. Vous êtes aussi ambassadeur du Tour de France de l'IA, dont on va évidemment beaucoup parler. Et puis, accessoirement entrepreneur, auteur, mais directeur général de Stonal, qui est une plateforme de gestion de la donnée immobilière. Et puis à vos côtés, Jérémy Laurenterre. Bonjour Jérémy, vous êtes responsable du parcours entrepreneuriat de France Travail. On peut peut-être commencer par l'international, et puis avec vous, avec en fait Business France. Rappelez-nous quand même ce qu'est Business France. Vous parlez à un ancien coopérant qui à l'époque était à la DRE à New York pour aider les entreprises françaises à exporter. Mais personne ne sait ici ce qu'est la coopération, donc ce qui ne me rajeunit pas du tout, mais j'assume complètement. Ça a été un des grands moments de ma vie, en tout cas, je peux vous dire, d'aider les entreprises pendant ces 2 années à New York qui ont un peu changé ma vie et ma vision du monde. Alors racontez-nous aujourd'hui, c'est quoi Business France? Alors, Business France, c'est l'agence publique de conseil à l'international. Donc, c'est une émanation des services économiques des ambassades. C'est ça. Nous sommes présents dans plus de 100 pays dans le monde, soit par l'intermédiaire de nos bureaux Business France, soit avec notre collègue de la Team France Export. Donc, c'est le rapprochement de Chambre de commerce, BPI France, Business France. Et en France, nous sommes présents avec plus de 200 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans le cadre de vos projets de développement à l'international. Donc, on parlait effectivement de l'ancien VSNE. Alors maintenant, c'est le VIE. On porte aussi le Oui, VIE. comment ça s'appelle alors? Le Dites-moi. VIE, Volontariat Le international VIE. en entreprise. On a plus de 11 000 VIE que l'on a accompagnés sur tous les pays du monde, qui sont présents dans plus de 3 000 entreprises. Voilà, et donc les VIE, c'est tout profil. Vous pouvez avoir des commerciaux, des ingénieurs. Et ce qui est très intéressant avec cette formule, c'est qu'en fait, ces VIE, au bout de 2 ans, dans 98% des cas, ils sont embauchés sur un poste à l'international. Ce que je... Pardonnez-moi de revenir sur mes vieux souvenirs, mais ce que je faisais moi sur le même job en ambassade, ça n'existe plus, fait par des civils, si je puis dire, non fonctionnaires. Alors, ça existe toujours, ça s'appelle le VIA. C'est le Effectivement, VIA, d'accord. dans nos bureaux à l'international, on a des VIA, effectivement, qui sont là pour assurer le relais, justement, des conseillers qui sont présents en France et pour réaliser des études de marché, des recherches de partenaires pour les entreprises françaises. Oui, si on peut approfondir un petit peu les services que vous proposez, en fait. Quels sont-ils? Effectivement, études de marché, à l'évidence. Études de marché, recherche de partenaires, ça Mise peut être en de la relation. réglementation. On est vraiment sur l'accompagnement personnalisé. Et puis Business France, c'est aussi une présence dans les salons à l'étranger, dans les salons en France, puisqu'on fait venir aussi des acheteurs étrangers en France. Et on organise aussi des missions B2B sur tout pays dans le monde avec nos collègues dans les bureaux qui, eux, sont organisés par filière. Et tout cela est gratuit pour les entrepreneurs français? Alors, c'est payant, C'est mais payant. c'est organisé en temps jour homme. Et donc, on essaye de faire en sorte d'accompagner avec une tarification au plus près du besoin du client. Alors, on prendra peut-être des exemples ensemble de sociétés dont vous avez accompagné le développement un peu partout dans le monde. On va peut-être venir avec vous, Robin, au MEDEF. MEDEF, tout le monde connaît, mais rappelons quand même en quelques chiffres ce que c'est en termes de nombre d'entrepreneurs qui sont adhérents. Le MEDEF, c'est très simple. C'est aujourd'hui 200 000 entreprises qui sont adhérentes du MEDEF, qui va représenter presque un emploi privé sur 2 en France, qui appartient à une entité qui va être représentée par le MEDEF. C'est 119 MEDEF territoriaux, donc qui représentent l'intégralité des territoires de ce pays, en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Et puis après, ce sont 112 fédérations qui vont elles-mêmes être constituées de différents syndicats et donc représenter les différentes entreprises en fonction de leur secteur et activité de marché. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour exprimer la voix des entrepreneurs et la voix des entreprises. Oui, et je sais que l'image du MEDEF est souvent celle des grands groupes, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est peut-être bien de le rappeler, parce que c'est quoi? C'est 90% de TPE-PME, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est exactement. en gros, le tissu français des entrepreneurs. Quand vous représentez la moitié d'un agrégat, en général, vous avez en statistique, vous représentez à peu près l'agrégat dans son intégralité. Et donc aujourd'hui, le MEDEF est un parfait miroir de ce qui existe dans le tissu économique français, donc en représentant des très petites entreprises, comme la voix des grands groupes qui sont aussi importants. Je rappelais que vous étiez aussi vice-président du COMEX 40. Qu'est-ce que c'est au sein du MEDEF?
Alors, le COMEX 40, c'est une initiative qui a été lancée en 2020. Le COMEX 40, l'idée initiale était de choisir 40 personnes de moins de 45 ans, reflétant la diversité des territoires et des fédérations du MEDEF. Et depuis, le concept a essaimé, puisque aujourd'hui, on compte quasiment presque 50 COMEX 40 dans chacun des MEDEF territoriaux. Donc, on n'est pas aux 119 dont je parlais précédemment, mais on est en bonne voie pour tous les couvrir. Et donc, c'est de plus en plus l'endroit où se retrouvent des jeunes dirigeants de moins de 45 ans qui sont adhérents du MEDEF ou en passe de l'être. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 700 personnes à l'échelle du territoire national, et avec l'ambition d'être de plus en plus présents et de participer à pouvoir exprimer la voix de ces jeunes dirigeants, quelle que soit la taille de leur entreprise, quel que soit leur secteur d'activité. Être jeune dirigeant, ça ne veut pas dire être dans la tech. Être jeune dirigeant, ça ne veut pas dire avoir une petite entreprise. Il ne faut pas attacher de stéréotypes à cela. Et par contre, c'est bien de montrer qu'on peut avoir des préoccupations, besoin de retrouver des conseils, des mentors, des pairs qui peuvent aider à mieux gérer son activité au quotidien. L'an dernier, je crois que vous aviez beaucoup travaillé sur la transition écologique. Cette année, il y a une autre transition en parallèle qui est la transition numérique et l'IA. On approfondira ensemble ce sujet après, si vous en êtes d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qui démarre avec ce fameux Tour de France de l'IA que vous voulez nous présenter. Mais pour autant, on va parler un petit peu avec Jérôme de France Travail. France Travail, c'est l'ancien Pôle emploi qui s'appelle maintenant France Travail depuis, rappelez-moi, combien de temps ? Eh bien, depuis décembre 2023 et la loi plein emploi. Donc c'est récent. Simplement pour le rappeler, ce n'est pas qu'un changement cosmétique, ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est aussi un changement d'ambition et de positionnement. Aujourd'hui, par rapport à Pôle emploi qui avait un rôle finalement assez siloté par rapport au reste des administrations publiques et même des partenaires du réseau, aujourd'hui, on veut vraiment intégrer tout l'écosystème qui œuvre pour l'emploi dans ce qu'on appelle le RPE, le réseau pour l'emploi, qui va inclure les collectivités locales, régions, départements, les missions locales, Cap Emploi, élargir vraiment le spectre et aussi se mettre en réseau avec tout un tas d'acteurs partenaires privés, associations ou entreprises qui œuvrent pour l'emploi. Et ce qui est très intéressant pour tous ceux que je vois dans la salle qui sont peut-être potentiellement des entrepreneurs en puissance, c'est que vous êtes le premier business angel de France. Alors ça, c'est quand même étonnant. On ne le sait pas forcément, mais on va vite comprendre. Effectivement, on est de très très loin le premier business angel de France, puisque 51% des entrepreneurs étaient inscrits à France Travail quand ils se sont lancés, avec une immense majorité d'entre eux qui étaient indemnisés. Et aujourd'hui, on assume très clairement ce rôle de business angel. Et ce rôle, il est d'ailleurs même inscrit dans la loi, puisque en fait, la loi plein emploi, elle a inscrit dans le marbre le fait que on ne va pas contraindre aux offres raisonnables d'emploi, qu'on contraint aux chercheurs d'emploi, aux entrepreneurs. Donc, on assume ce rôle justement d'aider à lancer les entreprises. Et on sait à quel point c'est utile, ne serait-ce que ce soit avant immatriculation ou dans les premiers mois de son activité. Sachant que vous m'avez dit aussi un truc que je ne savais pas, c'est qu'on peut à la fois en bénéficier pour vivre pendant sa création d'entreprise et aussi pour capitaliser en fait cet argent, pour le mettre dans son capital. Ça, c'est intéressant. C'est l'un ou l'autre, d'ailleurs, j'imagine ? Oui, tout à fait. C'est les deux dispositifs qu'on appelle l'ARE cumulative, ARE aide au retour à l'emploi cumulative. Le principe est simple, on touche ses droits au chômage chaque mois et en fonction des revenus que l'on génère par son activité entrepreneuriale, ces droits baissent. Mais de l'autre côté, il y a une autre option qui existe depuis 2009 qui s'appelle l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui consiste à tout simplement toucher une partie, 60% de tous ses droits, sous forme de capital dès le départ. Et ce capital peut être utilisé pour les entrepreneurs pour faire effet de levier. Avec des banques, des investisseurs ou des banques. Voilà, exactement. Et ça peut être très utile dans un lancement. Quelle est la part en pourcentage, je ne sais pas si vous avez le chiffre d'ailleurs, mais des entrepreneurs qui choisissent ce capital pour faire grandir capitalistiquement la boîte ? Aujourd'hui, c'est 75% de nos inscrits entrepreneurs qui choisissent l'ARE cumulative, donc c'est-à-dire de toucher un versement chaque mois. Mais il faut bien comprendre que aussi l'ARS, ça va répondre à des typologies, des secteurs d'activité qui ont un besoin en capital initial important, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Et aussi, Oui, il y a d'autres l'indépendant qui solutions. n'a pas besoin de Voilà. capital pour démarrer sa structure. Et en général, ça dure combien de temps? Si on prend le capital, ok, ça dure ce que ça dure, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En revanche, l'accompagnement salariat, si je peux dire, il dure combien de temps? Alors aujourd'hui, France Travail indemnise sur une durée d'indemnisation standard qui est de 18 mois pour les moins de 53 ans, donc la grande majorité, et avec une dégressivité à partir de 6 mois, à partir du 7e mois en réalité, depuis la loi de 2021. Revenons sur l'international. On peut avoir quelques chiffres sur ce que représente aujourd'hui l'internationalisation des entreprises. Combien sont exportatrices? Vous connaissez bien ces chiffres. Est-ce qu'on peut faire un panorama un petit peu? Il y a 147 000 entreprises qui exportent en France. Ça crée à peu près 27 000 emplois par an, l'export. Ça crée par an? Oui. D'emplois en France ou d'emplois dans les pays? En France. En France, Oui. ok. 51% que vous évoquez. Et la Team France, en fait, racontez-nous un peu en quoi ça consiste. Parce qu'il y a qui là-dedans? Il y a Business France, CCI, BPI France. Tout à fait, tous les acteurs d'accompagnement à l'international. Donc, ça a été créé en 2018 avec pour objectif de regrouper tous ces acteurs de manière à faciliter la tâche aux entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir des conseillers qui sont présents en région. Donc, Je vais vous demander à quelle porte je frappe, moi. Je sais que ça existe, cette Team France. Alors, pour autant, si je veux des conseils, peut-être de l'argent d'ailleurs aussi, vous allez m'expliquer qui peut m'en donner. Tout à fait. Alors, pour tout ça, vous allez sur le site Team France Export oui. et vous demandez à être contacté. Donc, si c'est un besoin en développement commercial, ça sera aiguillé vers Business France ou les chambres de commerce. Et si c'est un besoin en financement, ça sera BPI France. Mais le tout, ça sera sur le site de Team France Export. Et vous avez, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 13 000 entreprises accompagnées. Hein, pour Business France, oui. Pour Business France, et c'est 3,3 milliards quand même de chiffre d'affaires généré en 2023. Et vous évoquiez les 27 000 emplois. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Vous évoquiez, ça m'a fait rire d'ailleurs, parce que vous évoquiez Picard au Japon. Oui. Et moi, dans un voyage au Japon, un jour, je me trouve et je vois, tiens, Picard. Je me dis, tiens, Picard est ici. Il n'y en avait qu'un seul. Avec des produits traduits de japonais en français. Et puis alors, j'ai acheté mes petits trucs, etc. Il y avait un micro-ondes, donc j'ai consommé sur place. Et je me dis, tiens, ils sont au Japon. Et vous les avez... Alors, le magasin a disparu après, parce que je ne l'ai pas retrouvé après d'ailleurs. Mais pour autant, vous les avez accompagnés en Asie, Picard. Exemple, par exemple, d'exportation d'un concept typiquement français. Parce que c'est vrai qu'on est très bon sur ce sujet, bien meilleur que certains Américains sur le surgelé. Alors, comment est-ce qu'on exporte ce savoir-faire français? Alors justement, Picard, c'est vrai que c'est un modèle qui est très français et on les a accompagnés sur des études de marché sur différents pays. Et c'est vrai que dupliquer le concept Picard à l'étranger, c'est compliqué parce qu'en fait, à l'étranger, le surgelé, c'est les pizzas, c'est... beaucoup moins de variété, de qualité, absolument. Tout à fait. Ils ont changé leur modèle économique, justement, après avoir ouvert. Alors, ils ont des boutiques en Europe, mais c'est vrai qu'en Asie, ils se sont plutôt rapprochés des supermarchés pour être présents dans les rayons surgelés, plutôt que d'avoir des boutiques en propre. Donc, c'est vrai que nous, on est là aussi pour les aider. Alors, c'est Picard, mais ça peut être aussi des TPE. On a aussi accompagné une TPE, un sous-traitant aéronautique pendant le Covid. C'était sur la Chine. Ils ne pouvaient pas se déplacer, bien sûr. Et donc, en fait, nos bureaux sur place ont joué les commerciaux pour le compte de cette TPE, qui a pu signer ensuite un contrat avec un partenaire. Donc on est vraiment là, voilà, en acteur de proximité et en relais à l'étranger. On va passer au Tour de France du numérique avec Robin, mais là, je me dis en vous écoutant que le numérique quand même a beaucoup changé, notamment ce qui m'a fasciné quand même avec ce Covid, quand on était tous sur nos canapés, entre dire tu restes chez toi à partir du 15 mars 2020, tout d'un coup arrive Zoom en 24 heures, qui change complètement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'imagine qu'exporter dans le monde avec justement ces technologies change tout. Vous évoquiez que pendant le Covid, vous avez pu continuer à bosser grâce au numérique. Est-ce que le numérique, et on va faire le lien après avec le Tour de France du numérique, avec le MEDEF, est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans une activité comme celle de Business France? Tout à fait. Alors maintenant, on a il y a aussi peut-être, si vous avez également des préoccupations dans ce domaine, pour introduire le sujet. Alors nous, on a mis en place des vitrines, ce qui permet aux entreprises d'être présentes et d'être mis en relation avec des distributeurs. On est aussi en lien avec des marketplaces, notamment dans le secteur de la mode, où on a noué des partenariats avec eux pour faciliter les choses auprès des entreprises. Donc voilà, on est de plus en plus effectivement impliqués à ce niveau-là en marketplace et effectivement sur la partie e-commerce. Et j'imagine aussi qu'on se déplace beaucoup moins qu'avant pour exporter, non? Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, notamment par Teams, Zoom, Google, etc. Je pense que s'internationaliser aujourd'hui est un peu plus facile qu'avant, non? Par rapport à votre expérience, quand vous retournez il y a 4-5 ans. Alors oui, après c'est vrai que la possibilité d'avoir des contacts locaux grâce justement à nos bureaux, ça reste très important. Oui, et c'est vrai que, mais par contre, on organise de plus en plus effectivement des rendez-vous en visio, alors qu'avant l'export manager devait se déplacer effectivement.
Venons-en à l'IA, Robin, et à ce Tour de France de l'IA. Et pour y venir, expliquez-nous pourquoi ça devient une priorité majeure du MEDEF. Et où est-ce qu'on en est? On parle de quoi en chiffres en fait? Alors, c'est une priorité déjà ancienne, puisque le MEDEF a commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle avec le rapport Villani de 2017. Donc, on va bientôt souffler les 7 ans, même ça, ont déjà soufflé les 7 bougies de ce rapport-là. Donc, on voit bien que c'est une préoccupation qui était déjà présente et qui n'a pas attendu le succès ou le tsunami qu'a créé ChatGPT il y a 2 ans, bientôt. L'idée est très simple de ce Tour de France de l'IA. C'est fait en partenariat avec Numéum. Numéum, c'est le syndicat des entreprises du numérique. Et donc, c'est de mettre en relation des gens qui vont pouvoir utiliser ces technologies au sens large, puisqu'on a une définition large de l'intelligence artificielle. Elle ne se résume pas qu'à l'intelligence artificielle dite générative, la dernière évolution technologique en la matière, mais il y a aussi plein de processus qui sont beaucoup plus anciens, rodés, existants, qui peuvent être déjà mis en œuvre dans les entreprises, créer de la productivité, générer de la compétitivité. Donc c'est ça qu'on va explorer. Donc 25 dates dans ce Tour de France, début le 30 octobre, fin le 4 février. À La Réunion, je crois, le premier. Alors j'y serai pas. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir choisi la première date à dessein. Donc du 30 octobre au 4 février pour une remise de rapport, conclusion, organisation d'une finalisation de ce Tour de France le 11 et 12 février où se tiendra à Paris l'événement mondial sur l'IA. Le dernier avait eu lieu il y a 1 an tout pile en février 2023 au Royaume-Uni à Bletchley Park. On a vu un événement en Corée du Sud et c'est là où en fait les pays, pas les grands d'ailleurs, tous les pays ont pris des engagements en faveur de cette technologie et de poser les bases d'un cadre de régulation qui n'existe pas aujourd'hui, mais d'un cadre de régulation à venir sur cette technologie puisque les enjeux sont très 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 nombreux. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel on se situe. Et d'ailleurs, vous avez été labellisé, je crois, par l'Élysée. Tout à fait. Le Tour de France de l'IA a été labellisé comme événement préalable à ce grand sommet de l'IA du 11 et 12 février 2025. Vous évoquez les enjeux. Vous m'en avez envoyé plusieurs. On peut peut-être faire quelques commentaires. Je reçois un papier qui dit l'IA est facteur de progrès considérable, mais ça suppose de bien saisir les enjeux. Vous évoquez les enjeux d'appropriation, de faisabilité, de financement, de réglementation, d'accessibilité, de formation et de montée en compétences. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Après, c'est une révolution technologique, c'est un outil. Je pense que c'est très important de le dire. Aujourd'hui, les entreprises ne produisent pas seulement avec des outils ou avec des technologies, elles produisent avec des gens qui manipulent ou utilisent des technologies. Et donc, c'est là où l'interaction et la capacité à bien utiliser, vous parliez d'appropriation, qui était le mot qu'on a envoyé effectivement. L'appropriation, c'est la capacité à bien se saisir de cet outil, à l'intégrer dans des process, parce que si on met un outil et qu'on ne change pas un processus de production, en fait, on a payé un outil, il ne sert à rien, il est mis sur le côté, et évidemment, ça ne va pas améliorer la productivité. L'objectif ici est bien de se situer dans le cadre qu'on a décrit, d'une compétition qui est de plus en plus internationale, parce que si nous, on exporte, il y a des gens qui exportent aussi chez nous, c'est la réciproque, c'est logique. Et donc, ce dont on a envie, c'est que les entreprises françaises, des plus grandes aux plus petites, dans tous les territoires, quel que soit leur secteur d'activité, c'est un peu ça qu'on a déjà commencé un peu à travailler ce Tour de France, et donc on a regardé, et aujourd'hui il y a plein d'entreprises qui parfois se sentent pas légitimes ou qui ne sont pas concernées par ce sujet-là et qui en fait pourraient avoir des impacts très très concrets dans leur processus au quotidien grâce à ces technologies, et c'est cela qu'on veut mettre en évidence. Si je suis membre du MEDEF, je suis une TPE ou une PME de 20 personnes dans un métier, peut-être le bâtiment. Je ne suis pas inquiet, je suis intéressé par l'IA, je ne sais pas même par quel bout le prendre. Comment le MEDEF peut-il m'accompagner en fait? Déjà venir à ces 25 dates, qui est vraiment... Racontez-nous ce qui va se passer justement pendant ces dates. Alors, ces 25 dates, il y a 3 moments forts, on va dire, sur chacune des séquences. Après, chacune des séquences variera un petit peu, mais l'idée, c'est d'avoir un peu un panorama, un discours un peu introductif sur l'état de ces technologies, pouvoir expliquer aussi dans une démarche un peu pédagogique qu'elles ne sont pas réservées à quelques-uns. Moi, j'ai l'occasion de pas mal me déplacer pour le compte du MEDEF un peu partout en France. J'étais il y a un mois de cela à Montpellier et je tenais un discours assez similaire pour expliquer que aujourd'hui, les technologies sur, par exemple, l'IA générative appliquée à la production de code informatique, qui peuvent sembler très loin des préoccupations de beaucoup de gens,
en réalité ont un impact considérable parce qu'elles rendent la capacité à utiliser et produire des outils informatiques beaucoup plus facile. On baisse complètement la barrière à l'entrée sur la production de code informatique. Et en baissant cette barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il y avait des gens qui ne se sentaient pas directement concernés ou directement capables, qui tout d'un coup peuvent devenir relativement, sachant, alors évidemment, personne ne remplacera un expert, encore une fois, c'est un outil, donc la machine ne remplacera jamais l'expert, mais ça permet à un débutant de faire beaucoup mieux que ce qu'il aurait fait sans avoir ces outils-là. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir instruire. Le deuxième gros bloc de ces étapes, c'est des témoignages, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux quand on est un entrepreneur ou un chef d'entreprise que de pouvoir écouter quelqu'un qui a déjà fait la même chose. Ça, c'est quand même la règle de base de ce métier-là. Le mentorat, le pairing, c'est vraiment ce qui aide beaucoup. Et puis après, on aura l'apport ou les témoignages de gens qui sont des entre guillemets numérisateurs, des SS2I, des gens qui vont produire des contenus, des outils, des process, et qui vont venir un peu présenter aussi la gamme de solutions qu'ils ont à offrir à cette fameuse TPE ou PME de 20 personnes dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, on peut se dire que c'est un secteur qui est extrêmement éloigné de l'IA. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise du bâtiment, il passe 25% de son temps à gérer de la facture, parce que c'est le soir, quand il va s'en occuper, une fois qu'il a fini un chantier, il gère de la facture, à la fois des matériaux, à la fois des clients, les appels de fonds. C'est une horreur pour beaucoup de chefs d'entreprise du bâtiment. Et ces technologies-là, elles existent et elles permettent de simplifier beaucoup de choses sans que ce soit des coûts très importants. Et donc, c'est des outils qui, encore une fois, sont très saisissables et peuvent avoir un impact concret sur l'économie sans à chaque fois se résumer à la levée de fonds de 5 milliards de X ou de Y, qu'ils soient français, chinois ou américains. Et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a 200 000, 400 000 entreprises qui peuvent aussi utiliser ces outils. Vous n'avez pas cité, je pensais que vous le feriez à cette étape, Perspectivia, qui est un site du MEDEF qui a été créé il y a quelques années, dans lequel on trouve beaucoup de choses aussi. Mais c'est parce que j'attendais que vous le mentionniez. Et donc, Perspectivia, c'est effectivement un site qui a été créé il y a quelques années. Comme je vous l'ai dit, l'engagement du MEDEF sur ces sujets-là est ancien. Il date de maintenant 7-8 ans. Et donc, c'est un site qui recense des cas concrets, qui recense des exemples, des témoignages. Et c'est un site qui est très intéressant, Perspective-IA. Donc, on vous invite, avec toute l'équipe du MEDEF en charge de ces sujets, à aller le visiter et le découvrir. Je lis aussi qu'il y avait même un autodiagnostic sur la maturité des entreprises IA, effectivement, en 2021. L'accompagnement que vous évoquiez, Jérémy, c'est la deuxième partie en fait, du métier maintenant aussi de ce nouveau France Travail, au-delà de l'accompagnement financier à travers ce qu'on évoquait, le premier Business Angel de France. Comment se passe-t-il cet accompagnement humain des entrepreneurs ? Oui, alors effectivement, ce que Monsieur Rivaton vient de mentionner, c'est essentiel, le mentorat, le pairing. Nous, on a un rôle très important parce qu'on est l'institution publique qui voit en fait le plus les entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs isolés, qui sont en fait nombreux. Les solopreneurs, c'est de 50 à 60% des entrepreneurs qui se lancent chaque année. C'est d'ailleurs une tendance qui augmente à une vitesse folle. Tout à fait. L'entrepreneuriat solo. Et nous, on a un rôle extrêmement important sur lequel on veut vraiment se renforcer. C'est justement être un interlocuteur qui va pouvoir dire à ces personnes ne reste pas isolé, trouve un accompagnement. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que si on regarde les chiffres, un entrepreneur qui se lance non accompagné, il a 50% de chances que sa boîte disparaisse dans les 3 ans. Quand il est accompagné, il gagne 20 points, donc il se trouve à 70% de chances que sa boîte survive. Nous, on veut absolument miser sur cet accompagnement et ce taux de pérennité augmenté. Pourquoi aussi ? Parce que ce qu'on oublie derrière, c'est que les entrepreneurs qui échouent, ça peut créer des situations de précarité et ça peut créer des situations qui vont en fait nous revenir, France Travail aussi, et qui seront difficiles à gérer. Donc on veut le plus possible préparer les entrepreneurs et anticiper par l'accompagnement. Et comment ça se passe concrètement ? Premièrement, il y a notre propre accompagnement. Nous, on veut vraiment monter en compétences dans les 700 agences France Travail de France pour qu'il y ait des référents créa de
bon niveau, qui soit prêt dans chaque agence à accueillir les publics entrepreneurs. Ça, c'est l'ambition. Il y en aura quasiment un dans chacune de ces 700 agences. Tout à fait. Et qui soit en capacité de justement pouvoir répondre à des problématiques entrepreneuriales. Ne pas tout de suite switcher sur un sujet, quelle recherche d'emploi, mais bien rester sur le focus entrepreneurial. Donc ensuite, c'est poser un bon diagnostic sur la situation, essayer de comprendre à quel stade la personne en est. Bien sûr, on ne traite pas quelqu'un qui a juste une idée ou quelqu'un qui s'est déjà immatriculé de la même façon. Comprendre un petit peu quels sont ses enjeux et ensuite à construire autour de ça, par une convention qu'on essaie de faire avec les 27 plus grands acteurs. Quels sont-ils? Parce qu'ils sont nombreux, les CCI, les chambres d'agriculture, voilà, etc. Voilà. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cet écosystème en fait. Alors, il y a un écosystème aujourd'hui d'accompagnement des entrepreneurs qui est structuré autour déjà d'un réseau associatif dont on connaît les BGE, les acteurs du financement comme l'ADI, Initiative France, etc. Tous ces réseaux-là se sont structurés sous l'égide de la BPI dans un collectif qui s'appelle CapCréa depuis 2 ans. Donc c'est un collectif qui est encore relativement jeune, mais avec lequel justement on veut vraiment tout miser pour se dire, voilà, ces 29 acteurs associatifs présents partout en France, sur tous les territoires, eh bien, il faut que nos conseillers France Travail Créa soient capables de parfaitement orienter les entrepreneurs sur les bonnes solutions au bon moment et en fonction de son territoire. Le deuxième sujet, c'est effectivement, on a parlé des CCI, les consulaires sont un partenaire naturel pour les formalités, notamment les matriculations. Et tout l'aspect développement économique, en particulier côté commerce CCI, après immatriculation. Et puis, quand même, un acteur incontournable sur lequel on veut justement renforcer nos liens, c'est bien les régions. Parce que les régions ont un rôle clé, ont des compétences clés dans l'accompagnement des entrepreneurs. Et justement, le passage Pôle emploi à France Travail, c'est exactement tout son sens que d'être animateur d'un réseau avec les régions sur les politiques de l'emploi. Mais vous évoquez, en fait, je suis très pratico-pratique, je vous entends, vous parlez de CapCréa, vous parlez de plein de noms là. Moi, si je veux concrètement frapper une porte, je vais à laquelle? Je vais pas CapCréa, c'est eux qui vont me guider vers la meilleure? Ou bien, je sais pas, ou en fonction de mon métier, je vais dans une chambre d'agriculture, ou qu'est-ce que je fais? Alors, concrètement, nous, on accepte l'omnicanalité, on accepte la multicanalité. Voilà. C'est-à-dire qu'on accepte le fait qu'un entrepreneur, nous, on veut être un interlocuteur de qualité pour le repérer, le diagnostiquer, l'orienter et le suivre. Mais, je veux dire, bien sûr, on est au courant qu'il y a des entrepreneurs qui sont autonomes, qui sont entourés et qui n'auront pas besoin de nous. Et c'est très bien. Et il y a plein d'autres façons d'atteindre ces réseaux, soit en les appelant directement, en passant par les CCI, en passant par les régions. Nous, on croit à la multicanalité. Nous, notre objectif, c'est peu importe qu'ils passent par nous, il faut qu'ils soient accompagnés. Pourquoi ? Parce que ce sujet de l'autonomie financière qui est extrêmement important pour nous. Et en tout cas, oui, l'objectif, c'est bien, dès maintenant, chez nous, vous toquez à une porte d'une agence France Travail, eh bien, vous allez trouver une orientation qui va pouvoir, en fonction du territoire, en fonction du besoin, vous dire vers qui aller, vers qui vous tournez. Un dernier mot aussi que vous n'avez pas évoqué non plus, qui est intéressant parce qu'il concerne l'entrepreneuriat féminin, notamment périurbain. Vous travaillez avec le Centre entrepreneuriat social d'HEC Paris, je crois, pour justement ces femmes périurbaines. Ça va se faire à partir de janvier 2005. Qu'est-ce qui va se passer là, effectivement ? Oui, alors en fait, le projet Parcours Entrepreneuriat qu'on mène en ce moment, il est fait de plein d'expérimentations. On veut vraiment tester plein de nouvelles solutions innovantes qui partent du terrain pour aider finalement des entrepreneurs, en fait nos publics, ceux qu'on voit vraiment sur le terrain. Et une chose qu'on remarque, c'est donc l'entrepreneuriat féminin, c'est un sujet extrêmement important parce que aujourd'hui, on a tout autant de femmes que d'hommes qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, mais on en a beaucoup moins qui se lancent effectivement, qui immatriculent. Et on voit en fait aussi que dans les grandes villes, eh bien, souvent il y a de l'offre et même parfois il y a de l'offre dédiée aux entrepreneuses, au public féminin. Mais dans les territoires plus reculés, eh ben, il y a moins de solutions. Et on veut maintenant travailler avec des partenaires
privé, hein, mais voilà, donc la fondation, le centre d'entrepreneuriat social d'HEC Paris, c'est un bon exemple, pour essayer de trouver des solutions sur les territoires où il n'y en a pas aujourd'hui. Et typiquement, on va mener des expérimentations qui vont impliquer en fait des professeurs avec un E à la fin, d'HEC Paris, et nos agences France Travail dans les territoires, et spécifiquement les territoires périurbains et ruraux, pour essayer d'avoir une action spécifique sur les femmes entrepreneuses dans ces régions. Ça, c'est seulement l'une des expérimentations qu'on va mener sur l'année 2025, justement pour travailler notre parcours entrepreneurial. Si on a d'autres, on va continuer à les commenter. Pour autant, est-ce qu'on retrouve cette distinction homme-femme ou pas du tout dans l'export ou pas? Est-ce que vous observez ça ou pas du tout? C'est peut-être pas pertinent, hein, je ne sais pas, je me pose la question. Non, c'est vrai qu'on a de plus en plus de femmes qui sont maintenant à des postes clés. Bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que non, on n'a pas. C'est pas un sujet d'observation. Non. En revanche, une question. On sait bien que la balance commerciale française n'est pas en grande forme malgré tous les efforts que vous produisez. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste à faire? Si France Travail se projette à 3, 4, 5 ans, les grands challenges, quels sont-ils pour faire baisser ce déficit de la balance commerciale? Ce qui est important, c'est de partir encore une fois accompagné et vraiment de faire appel. Je vous interromps. Est-ce qu'on a le même effet? Est-ce que le non-accompagnement à l'international a le même impact que le non-accompagnement à la création qu'on vient d'évoquer? Alors, j'ai pas de chiffres, mais c'est clair que moi-même, j'ai travaillé à l'international et je suis allée défricher toute seule à l'international. Et c'est vrai que c'est très important de le faire accompagner parce que clairement, on a besoin de financement. BPI est là pour ça. On a besoin d'avoir un maillage dans tous les pays vers lesquels on souhaite aller. Et le Business France est là pour ça. On a besoin parfois de s'implanter et la Chambre de commerce est là pour ça. Donc, il faut vraiment être entouré. Et sur les grands axes, donc qu'est-ce qui nous manque? À part qu'il faut y aller, mais le business plan de Business France, quel est-il pour les 4 ans? En fait, il ne faut pas avoir peur de partir à l'export tout de suite. Maintenant, justement, avec toutes ces nouvelles activités, il faut penser monde, en fait. Et parfois, en France, on a encore tendance à vouloir aller toucher le territoire national. Il faut absolument se dire, voilà, on va partir, mais on va partir sur le monde entier dès le démarrage, en fait. Vous évoquez en fait, Jérémy, une mutation un petit peu du travail en fait et de l'explosion de l'entrepreneuriat solo. Mais vous m'avez dit aussi que votre job, c'est aussi d'aider à la fluidité d'un parcours aujourd'hui, parce qu'on passe beaucoup aujourd'hui. On peut être slasher, on peut être entrepreneur et salarié, on peut être beaucoup de choses à la fois. Je ne sais pas d'ailleurs si Robin observe aussi du côté du MEDEF cette évolution de l'entrepreneuriat vers quelque chose de tout à fait nouveau, finalement, où on passe par des phases. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous paraît correspondre à un mouvement de société de fond? Et comment on le gère? Mais tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est vraiment dans l'ADN maintenant de France Travail. Hein. La loi plein emploi, elle donne clairement cet objectif d'une vie professionnelle plus fluide, avec une liberté de choix beaucoup plus grande. Avant, on concevait justement la carrière et même en fait l'assurance chômage, quand elle a été fondée, c'était une logique d'un intérim entre 2 emplois salariés. C'était censé être quelque chose de très exceptionnel. L'économie a complètement muté depuis et les volontés, les aspirations de chacun ont énormément changé. Donc aujourd'hui, oui, France Travail, on se doit d'être en phase avec nos publics inscrits et on se doit d'être en phase avec l'économie. Et donc, pour ce faire, on a vraiment la vision d'un parcours fluide de carrière. C'est-à-dire, je peux être salarié sur une période, je peux entreprendre sur une période, je peux avoir un statut hybride. Hein. C'est énormément de gens, ça, on l'oublie. Absolument, hein. bien sûr. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas full-time. Voilà. Et on peut changer de statut au gré des épisodes de sa vie. Et on peut aussi échouer parfois, c'est pas grave, et on peut se relever. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Quand on réfléchit à notre parcours entrepreneuriat, on pense beaucoup à la création d'entreprise, mais ce à quoi il faut qu'on pense aussi, c'est le rebond. Les personnes qui ont connu un échec entrepreneurial, eh bien, voilà, les accompagner, les aider à valoriser, capitaliser les compétences qu'ils ont acquises dans leur projet, essayer de se relever et voilà, d'avoir la tête haute et de trouver une autre solution. Trouver une solution qui soit un autre projet entrepreneurial, une formation, un emploi salarié. Voilà, c'est vraiment... Nous, on veut vraiment avoir cette logique de fluidité et ça inclut aussi toutes ces formes de freelancing,
d'économie de la tâche, etc. Maintenant, nous, on est obligé de les intégrer dans notre vision globale de comment on répond à un inscrit, à quelqu'un qui a besoin de nous. Robin, vous êtes entrepreneur depuis de nombreuses années, vous êtes au MEDEF depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, mais est-ce que vous observez cette mutation ou pas des entrepreneurs, même ceux du MEDEF d'ailleurs, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui étaient au MEDEF quand vous y êtes rentré? Alors c'est une mutation plus globalement au-delà des entrepreneurs, de la société elle-même. J'avais écrit un livre il y a 10 ans qui s'appelait La France est prête, nous avons déjà changé, qui mettait en évidence justement que la façon dont la société regardait l'entrepreneur en tant qu'entrepreneur soi-même ou même les proches avait complètement et drastiquement changé. Et je pense que sur les 10 dernières années, cette mutation n'a fait que s'accélérer. Aujourd'hui, le rapport à l'échec, ça a été mentionné, qui était un frein très important dans l'entrepreneuriat, a volé en éclats. Aujourd'hui, c'est moins, ça peut l'être encore dans certains moments, mais c'est beaucoup moins stigmate que ça ne pouvait l'être par le passé. La prise de risque, et je pense que c'est aussi lié à l'évolution du marché du travail. C'est-à-dire que quand vous avez un marché du travail qui est très détendu et où il y a beaucoup de chômage, évidemment, la prise de risque liée à l'entrepreneuriat est moins évidente que quand vous avez un marché du travail qui est lui-même un peu plus dynamique et sur lequel vous savez que même en cas d'échec, et c'est quand même le lot, et il n'y a pas vous mentionnez le chiffre de 50 ou 70%, l'échec arrive dans les parcours entrepreneuriaux, même dans les parcours entrepreneuriaux, même pour des gens qui sont très chevronnés également. Et donc, mais aujourd'hui, le regard a changé, il y a eu des évolutions. Sans faire un vieux combattant, mais il y avait le regard de la Banque de France qui était quand même très très dur sur les gens qui avaient porté des entreprises et qui avaient échoué par le passé. Et les entrepreneurs se sont battus pour que ça ne nous empêche pour pas faire évoluer ça et pour qu'il y ait moins d'impact sur leur vie et personnelle et patrimoniale sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution complète de la société sur le rapport à l'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose de mon point de vue. On a aujourd'hui quelque chose qui est aussi de se dire que l'entrepreneuriat n'est pas ou ne se résume pas à la création d'entreprises. C'est un point très important, ça a été dit, mais on a quand même une vague de papy-boom et de départ à la retraite de gens qui gèrent des entreprises, qu'ils ont créées, qu'ils ont développées au fur et à mesure des années. Et en fait, on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité où aujourd'hui, le problème, c'est bien la reprise. On a des activités auxquelles on met fin, qu'on supprime, et c'est quand même quelque chose de terrible. C'est-à-dire que vous avez construit une marque, vous avez employé des gens, vous avez créé un outil de production. Parfois, ça peut être qu'un simple, entre guillemets, un commerce, mais derrière, vous avez créé une activité économique et vous arrêtez cette activité tout simplement parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un en capacité de la reprendre. Et c'est une destruction de valeur pour tout le monde autour de la table. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un enjeu. Alors, on le voit dans les sociétés familiales où on arrive à organiser des transmissions et c'est très bien, mais il faut aussi se dire, en dehors de la famille, quand la situation n'est pas la clé n'est pas dans la famille, comment on peut organiser ces successions, ces transmissions, ces rachats? Et je pense que c'est un élément très important. Je pense que vous avez. Ouais, Jérémy veut réagir et après on prend la question de la salle. Oui, tout à fait. Nous, on le connaît, hein, ce sujet de la reprise d'entreprise depuis longtemps. Ça fait longtemps aussi qu'on est en lien avec les chambres de commerce et d'industrie qui bien évidemment, le suivent de très près. Nous, dans le cadre de notre projet, on veut vraiment essayer d'avancer sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, justement, on a quand même énormément de gens qui arrivent chez nous, ont des compétences métiers, connaissent un métier, une expertise. Il y a des entreprises à reprendre qui correspondent à cette expertise, à ce métier. Et en fait, leur aspiration première, plutôt que de créer leur entreprise, c'est d'avoir finalement ce besoin d'émancipation autour de l'entrepreneuriat. Il faut que ces personnes-là, on arrive à leur faire voir la reprise d'entreprise comme une option. D'autant plus quand on peut mobiliser, par exemple, l'ARS, on en parlait, sous forme de capital s'il y a un besoin d'investissement initial. On a aussi une myriade aujourd'hui de possibilités de financement, quel que soit son profil au lancement, qui permettrait justement de faire vivre cette reprise d'entreprise. Voilà, quand on pense aux entrepreneurs, il faut aussi penser aux repreneurs. Et nous, en tout cas, on le voit bien pour nos publics. Dans Cap Créa, si je me dis j'ai envie d'entreprendre, je viens de vous écouter, j'ai envie de venir vous voir parce que je n'ai pas d'idée, mais il y a des boîtes à reprendre. Est-ce que dans Cap Créa ou dans cette espèce d'écosystème, je peux trouver quelqu'un qui connaît des entrepreneurs à reprendre, des entreprises à reprendre ou pas du tout? Vous pouvez nous guider, me guider vers d'éventuelles cibles ou me guider vers où est-ce qu'on les trouve? Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on travaille de près, surtout avec les CCI, pour ça. Mais voilà, ouais. Essentiellement.
mais on sait que ce n'est pas l'intégralité, enfin qu'ils n'ont pas la vue sur l'intégralité des entreprises à reprendre. Donc aujourd'hui, il y a un travail d'outillage, système d'information évident pour pouvoir faire du matching, hein, faire du lien entre justement, je cherche à me lancer, que ce soit en indépendant ou en reprenant une entreprise de, je sais pas, BTP, quelque chose, et bien que nous, on arrive à faire un matching sur le territoire. Ça, c'est un sujet système d'information qui est très important pour nous. Et aujourd'hui, en tout cas, on sait faire le lien sur les territoires avec justement la CCI pour vous répondre, hein, pour vous aider. Merci. Qui veut poser une question ? Possible. Qui a envie d'entreprendre ici ? Levez la main. Ça, c'est dramatique. Pour le coup. Soit on vous a dégoûté, soit vous n'étiez pas venu pour ça. Non ? Ça apporte des réponses à vos questions ? Monsieur, parlez fort, s'il vous plaît. Ah non, il y a un micro qu'on va pouvoir vous... Il est derrière vous, regardez, récupérez-le. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Robin, pas le papy boom, mais un peu, et le fait qu'un certain nombre de créateurs d'entreprises vont passer la main, en tout cas vont quitter leur activité. Et effectivement, Jérémy de France Travail, tu parlais du fait que les repreneurs d'entreprises, c'était un point important. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire justement et une mise en relation entre de potentiels repreneurs d'entreprises et le MEDEF, les liens que vous pouvez avoir avec ces chefs d'entreprise qui cherchent à passer la main? Cette connexion existe déjà par le biais des CCI. Au MEDEF aussi, c'est l'axe de la transmission et un axe très important. Hein. Ça a été mis en avant lors de différents événements. Ça devient quelque chose sur lequel le MEDEF se positionne beaucoup. Et donc ce lien existe déjà, même si il n'est pas formalisé en tant que tel, mais il existe déjà. Et dans les MEDEF territoriaux, il y a un certain nombre d'actions pour justement aider à trouver des repreneurs à ces entreprises lorsqu'elles sont dans des situations de passage de relais de témoins et donc trouver des gens qui sont soit des gens qui viennent par le biais de France Travail, soit des gens qui ne viennent pas par le biais de France Travail, parce qu'il ne faut pas aujourd'hui dans la reprise d'entreprise, il y a aussi souvent des gens qui vont avoir déjà été entrepreneurs, qui ne passent pas naturellement par le canal France Travail. Donc c'est une source, mais elle n'est pas unique dans cet écosystème-là. Merci. Complément là-dessus ou pas ? Non, j'ajoute aussi que forcément, on est aussi en lien avec le MEDEF parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont aussi nos administrateurs, hein, enfin en partie, voilà, ils font partie de notre conseil d'administration, hein, puisque France Travail, c'est quand même, on est au service des entreprises et des travailleurs, qui soient salariés ou non. Hein, voilà. Oui, c'est important de le préciser et de le rappeler. Une autre question ? Non ? Alors, est-ce que l'un de vous a une éventuelle façon, il nous reste 2 minutes pour respecter notre engagement horaire. Est-ce que pour autant, est-ce que vous avez un dernier message, Robin, non, Jérémy, juste un dernier exemple Cécile. quand même de la pénétration du sujet de l'entrepreneuriat dans la société. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le CNRS sur l'accompagnement des jeunes chercheurs vers des parcours d'entrepreneuriat. C'est des choses qui se faisaient jamais auparavant. Hein. Quelqu'un qui se lançait, qui était doctorant au CNRS, jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais quand vous êtes depuis très longtemps, c'est plus dur de passer le cap de l'entrepreneuriat. Et c'est des choses qui ne se voyaient pas, et c'est des choses qui se font de plus en plus avec l'accompagnement de BPI, hein, d'ailleurs, qui a beaucoup joué un rôle dans le plan Deep Tech qui a été lancé il y a maintenant 2020, et donc qui s'est dit, en fait, qui de mieux pour gérer des entreprises de Deep Tech que le chercheur qui est à l'origine, ou en tout cas, pas forcément toujours à l'origine, mais a participé au développement d'une technologie ou d'un brevet. Et la seule chose qui est importante de retenir dans cet exercice, c'est que on ne naît pas entrepreneur. Il y a des gens qui peuvent être entrepreneurs de base, mais quand vous avez des gens qui sont des chercheurs, c'est des profils qui sont
peut-être les plus orthogonaux de l'entrepreneuriat. Pas C'est pas du destiné tout à une ça, a critique priori, dans bien sûr. ma bouche, mais c'est parce que vous avez un horizon de temps qui est une façon de fonctionner qui est très différent de celle de l'entrepreneuriat. Et en fait, avec, à travers des bootcamps, à travers des formations, on arrive à en faire d'excellents entrepreneurs. Donc c'est bien la preuve qu'on ne naît pas entrepreneur, c'est quelque chose qu'on devient. On le devient en voyant des exemples, en voyant des gens qui le font, en voyant des gens qui échouent. Et donc je pense que des événements comme Big sont aussi extrêmement intéressants de ce point de vue-là parce que ça permet de montrer ce que c'est. Je vais terminer là-dessus parce que des comme ça, il y en a plein dans la salle d'à côté où je vous invite, à moins que vous ne vouliez un dernier mot. Oui, non, je voulais aussi parler en fait du lien entre les entrepreneurs et finalement l'emploi en général, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que tout ça, c'est pour finalement un cycle vertueux en fait, hein, qui consiste en bon, nous, on accueille des personnes qui vont lancer des projets, hein, vont devenir entrepreneurs. Beaucoup d'entre eux, et il ne faut pas l'oublier, on pense souvent justement aux indépendants, aux solopreneurs, c'est que 51% des gens qui se lancent chez nous. Beaucoup se lancent pour monter des entreprises et embaucher. Et donc, nous, derrière, on a aussi un gros travail à faire sur ce lien entre j'accompagne une personne, j'accompagne un entrepreneur, mais après, j'accompagne une entreprise. Et je vais l'aider à recruter. J'ai animé, moi, la semaine dernière, un débat avec avec Benoît Hamon et Hervé Novelli. L'un fêtait les 10 ans de l'entrepreneur salarié et Novelli les 20 ans du statut d'auto-entrepreneur, qui a été cette espèce de formidable souffle d'air que tu évoquais tout à l'heure. C'était le début où l'entrepreneuriat, dans les familles, du coup, on respectait le pote, le copain, le cousin qui s'était lancé et moi, j'avais pas eu le courage, mais lui l'avait fait. Ça a rétabli l'entrepreneuriat de manière formidable. Merci à tous, bon big et à bientôt.